l'histoire de la micro-influence digitale des jeunes Africains. Donc, je ne vais pas expliquer micro-influence digitale tout de suite, on va comprendre avec la présentation, mais j'insiste sur jeunes Africains, parce qu'à travers des exemples glanés un peu partout sur le continent, je vais essayer de montrer quels sont les enjeux d'une participation plus active des jeunes Camerounais, dans mon cas, ou d'autres nationalités qui vivent dans la diaspora. L'enjeu d'une meilleure participation pour le décollement et le développement du continent. Alors, je vais d'abord m'intéresser à cette affaire que tout le monde connaît, c'est l'affaire Kony 2012, je pense que vous connaissez tous cette affiche qui est tirée d'une vidéo qui a eu un succès sans précédent sur Internet, qui a été vue par 100 millions de personnes dans le monde. Cette affiche est tirée donc de cette vidéo qui va loader, mais je pense que vous l'avez vue, qui dure 30 minutes et qui parle d'un conflit ougandais et qui invite à attraper Joseph Kony, qui est le chef d'une armée de résistance dans le nord de l'Ouganda. Alors, cette campagne est l'œuvre de ce jeune homme qui s'appelle Jason Russell. Ce n'est pas un Africain. Bon, c'est pas si évident parce qu'il y a des Africains blancs aussi, mais c'est un Américain qui vit à San Diego, en Californie. C'est lui qui en fait a été derrière cette campagne. C'est lui qui a voulu faire passer le message sur l'Ouganda dans le monde entier. Alors, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, le succès de cette campagne ne repose pas seulement sur le fait que Oprah Winfrey a ce qu'on appelle tweeté, donc envoyé un message sur Twitter pour dire qu'elle avait vu la vidéo. Ce n'est pas seulement ça. C'est surtout parce que, et c'est là que ça devient intéressant pour nous, Jason Russell s'est appuyé, c'est un peu barbare, mais sur un réseau préexistant. C'est-à-dire des individus qui faisaient partie de son organisation, Invisible Children, qui, pendant les mois qui ont précédé le lancement officiel de la campagne, ont labouré le terrain, si je puis dire. Et on le jour J, donc le jour du lancement de la vidéo, harcelé, si je puis dire, toutes ces stars, Oprah Winfrey, Rihanna, etc., en leur disant « Allez voir cette vidéo, elle est choquante ». Et évidemment, si vous recevez 10 000 sollicitations dans une soirée pour aller voir une vidéo, la curiosité humaine veut que vous alliez consulter de quoi il s'agit. Et effectivement, Oprah a donc tweeté en disant qu'elle était choquée, et c'est comme ça que la machine s'est emballée. La vidéo a causé évidemment beaucoup de réactions, beaucoup négatives, si vous avez suivi un peu la campagne. Mais malheureusement pour monsieur Jason Russell, je suis désolée pour la vidéo, elle est un peu humoristique, il a été arrêté quelques jours après le lancement de sa campagne pour atteinte à la pudeur et ivresse publique, comme quoi, comme l'a dit un de mes amis sur Twitter, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des marabouts africains. Mais au-delà de ça, ce qui était plus intéressant, plus sérieusement en fait, ce qui est plus intéressant, c'est que des voix africaines, essentiellement sud- et est-africaines, anglophones, ont été les premières à nous mettre face aux limites des messages qui étaient contenus dans la vidéo. On a vu des Éthiopiens, des Kenyans, des Nigérians et surtout des Ougandais eux-mêmes regroupés autour non seulement de la communauté blogueuse influente ougandaise sur place, donc locale, mais aussi sur une communauté créée autour d'un projet qui s'appelle Projet Diaspora, qui a été créé par un Ougandais qui vit à Washington et qui a le but, comme Versatile, comme le thème de Versatile aujourd'hui, d'inciter la diaspora africaine à participer au développement du continent. Et c'est finalement grâce à eux que nous avons compris que derrière Invisible Children, il y avait peut-être des intérêts autres, plus stratégiques. Alors, les réactions qui ont été suscitées ont été tellement vives qu'elles ont incité une grande chaîne comme Al Jazeera à proposer comme programme, et sur son site internet et sur ses programmes télévisés, une page spéciale, Uganda Speaks, donc l'Ouganda parle, qui demandait en fait aux Ougandais, aussi bien ceux qui vivaient en Ouganda que ceux de la diaspora, ce qu'ils ont pensé d'Invisible Children. Et c'est comme ça que finalement on a pu limiter l'impact. Si ça aurait été 10 ans en avant, peut-être qu'il y aurait eu d'autres conséquences, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette réaction-là. Mais aujourd'hui nous avons cet outil qui est Internet, et l'affaire Kony finalement nous interroge sur le débat qui nous intéresse aujourd'hui. Et nous amène à nous interroger comment optimiser l'organisation digitale des jeunes Camerounais autour des problèmes qui nous concernent et comment transformer cette participation en une opportunité pour le Cameroun. Alors, pour cela, nous devons, selon moi, raconter notre Cameroun en ligne.
Alors, cette photo ne dira peut-être pas grand-chose à certains, j'en suis la première, je l'avoue, si je n'avais pas eu à faire la présentation, je n'aurais pas pu reconnaître aussi évidemment facilement le visage, mais si je vous dis son nom, il s'agit de Denis Diderot, qui est l'inventeur, on peut dire l'invention, de l'encyclopédie universelle, ou plus précisément dictionnaire raisonné des sciences et des techniques. L'histoire de la création de cette encyclopédie est très intéressante pour nous, parce que Diderot et d'Alembert, qui était son ils étaient ensemble, Diderot n'était pas satisfait de l'image qui était donnée par ce qui représentait la Bible de la connaissance à l'époque, qui était l'encyclopédia d'Ephraim Chambers, en anglais. Il n'était pas satisfait de ce que les traductions de cette encyclopédie donnaient de la France et de l'image qui était donnée de la France à travers cette technologie. Et c'est intéressant pour nous, pourquoi? Parce que je vais vous montrer cette deuxième photo, que vous connaissez certainement plus, puisque pendant 3 mois en 2011, ce monsieur, qui est Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, dont on parlait tout à l'heure avec M. Gaston Kellman, le fondateur de Wikipédia, nous a demandé pendant 3 mois de l'aider. À chaque fois qu'on allait sur Wikipédia, il nous disait « Aidez-nous, on a besoin que vous nous aidiez à financer notre projet ». Aujourd'hui, Wikipédia est le 6e site le plus visité au monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement le premier site le plus visité au monde avec Google en termes de contenu produit par les internautes, donc nous, finalement. Jimmy Wales, finalement, est à Wikipédia et à Wikipédia ce que Gutenberg a pu être pour l'encyclopédie de Diderot. C'est-à-dire qu'il met à notre disposition un outil libre qui nous permet d'écrire et de participer à l'écriture de notre Cameroun en ligne. D'autres choses pour d'autres intérêts, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, le Cameroun. Et il faut préciser, pour revenir à Diderot, que son encyclopédie est reconnue pour avoir été le déclencheur 15 ans plus tard de la révolution de 1789 en France. C'est intéressant de savoir ça, puisque quand on va sur Wikipédia et qu'on cherche la page du Cameroun, que voici, que beaucoup doivent connaître d'ailleurs, on se rend compte, bon, personnellement je ne la trouve pas très fournie. Et en plus de ne pas la trouver très fournie, j'ai été voir un peu les statistiques en fonction des contributeurs les plus actifs sur la page du Cameroun. Et on se rend compte de quoi? Que parmi les 10 contributeurs les plus actifs, 7 sont français. Et pire encore, parmi les 4 premiers, c'est-à-dire ceux qui produisent la majorité du contenu, 70%, ceux qui ont édité 70% du contenu, les 3 sont français. Et l'un d'entre eux est un Français qui vit alsacien, qui vit aujourd'hui et est retraité au Cameroun. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un investisseur veut connaître le Cameroun, avant d'y aller, il ne connaît pas, avant de faire des recherches plus approfondies, il va faire quoi? Il va aller sur la page économie du Cameroun, qui existe aussi. Sauf que cette page, on retrouve notre Alsacien retraité au Cameroun, et vous rendez vite compte qu'en plus d'être assez succincte, on se rend vite compte que forcément on tombe dans un certain nombre d'écueils. D'abord, on commence par le chômage. On ne peut pas parler d'une économie et parler tout de suite du chômage, ça ne donne pas du tout une très bonne image, ça ne donne pas de dynamisme en fait. Et on voit que le chômage occupe une dizaine de lignes à peu près, alors que l'entrepreneuriat, l'entreprise, n'occupe que 2 lignes. Alors, en effectuant la même recherche sur un autre pays, anglophone cette fois-ci, qui est le Kenya, on se rend compte tout de suite que la page est beaucoup plus fournie. Ça, ce n'est qu'un extrait en fait, de la page. Et si vous regardez un peu plus, elle est beaucoup plus longue et les rubriques sont beaucoup plus intéressantes. Et on compare et on voit vite que la précision des informations, leur caractère assez exhaustif, elles sont très précises, découle justement du fait qu'il y a 4000 contributeurs sur la page du Kenya, il n'y en a que 600 pour le Cameroun. Il y a 4000 contributeurs sur la page du Kenya, et sur les 4000 contributeurs, plus de 50 sont kenyans. Alors, mademoiselle Ogodo, vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait que la diaspora camerounaise en particulier s'implique plus sur Internet pour pouvoir faire émerger, rayonner son pays. J'allais y venir en disant que finalement, il devient nécessaire pour la diaspora, la jeunesse diaspora africaine en général,
qu'elle raconte elle-même son histoire, sa propre économie, son propre pays, son propre dynamisme. Ce ne soit pas aux autres de le faire. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui nous sommes dans ce que j'appelle un momentum historique. Quel est ce momentum? Le continent est le plus jeune du monde, c'est ce que j'expliquais dans le dernier article de mon blog. 17 ans d'âge médian, ça veut dire que 50% de la population africaine a moins de 17 ans. 50% a plus de 17 ans. Au Cameroun, cet âge est de 19 ans. Donc la moitié de la population camerounaise a moins de 19 ans. Je n'ai pas besoin de faire de philosophie, on a très bien compris ce que ça veut dire. Ajoutez à cela le fait que, à l'image de cette vidéo, qui symbolise en fait le trafic aérien en une journée, bon là ça bug un peu, mais on se rend compte que le continent africain entre dans le concert des nations. Mine de rien, contrairement à ce que on nous dit, le continent africain entre dans le concert des nations, et particulièrement dans le concert des nations digitales. Là, vous avez une image, c'est une infographie en fait, des recherches Google par langue. Et vous distinguez très nettement, en vert, c'est la France, donc le français, les recherches en français, et vous distinguez très nettement cette espèce de haute tour, donc qui symbolise un pic, cette haute tour qui part de l'Île-de-France. Pourquoi? Parce que forcément en Île-de-France, il y a beaucoup plus de monde, c'est la région la plus peuplée de France, et c'est aussi celle où il y a le plus d'accès à Internet en termes de population. Si on fait le parallèle avec la carte, si on focus particulièrement sur la carte africaine, comme je disais, on voit qu'on entre dans le concert des nations. Mais si on ajoute trois informations importantes. L'Afrique aujourd'hui est le continent où il y a le plus fort taux de croissance du taux de pénétration Internet. Il est de 37% en moyenne, selon les estimations de l'UIT. Au Cameroun spécifiquement, il y a un an, il y avait 4% de taux de pénétration, donc 4% des Camerounais avaient accès à Internet. Un an plus tard, on est à 8%. Donc ça veut dire que tous les ans, en moyenne, on double. À échelle 2015, je suis forte à parier que la courbe de Yaoundé ne sera pas du tout comme elle est aujourd'hui. Puisqu'on ajoute en plus à cela le fait qu'on a une population ultra jeune qui utilise Internet par tous les réseaux qui lui sont offerts, portables et aussi ordinateurs. Donc nous vivons donc un momentum, et c'est pour ça que tout à l'heure vous me posez la question. Je pense que ce momentum, c'est le devoir pour nous de participer en fait à cette écriture en ligne, de participer par nos échanges avec ceux qui sont nos familles, nos proches, nos anciens camarades de classe qui habitent au Cameroun et qui ont de plus en plus accès à Internet, à la conversation mondiale, créer des liens avec eux, des liens positifs, pour que chaque lien fort que nous construisons avec ces proches-là, mais aussi avec les autres membres de la diaspora africaine, anglophone ou francophone, et aussi les autres francophones et anglophones qui sont sur le continent d'origine, que nous créons en ligne une communauté, finalement, la communauté puissante de demain. Que nous soyons ce qu'on appelle des communautés. Je vais conclure avec cette phrase que j'ai vraiment trouvée magnifique, je l'ai trouvée hier soir, c'est un ami. L'heure de l'Afrique a sonné, c'est le temps de l'afro-réalisme qui doit préparer l'afro-optimisme. L'afro-réalisme, c'est quoi? C'est être conscient de tout ce que nous avons dit aujourd'hui. C'est de savoir qu'il y a des opportunités, que notre continent est vivant et que nous devons saisir ce moment historique pour justement profiter pour la première fois des fruits de notre propre travail. Il faut surtout garder à l'esprit que le continent africain, c'est un marché de 1 milliard de consommateurs potentiels. Donc il appartient à nous de faire en sorte que ces consommateurs consomment aussi nos entreprises et nos initiatives. Voilà. Merci beaucoup pour ce débat.